Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un livre de nouveau autour de Star Trek. Vous le savez maintenant, j'ai eu l'occasion d'avoir les bouquins sur Star Trek avec uniquement les vaisseaux, une collection de bouquins proposée par Eagle Moss et c'était en mai dernier je crois. J'ai eu pour mon anniversaire le dernier volume en question, je crois que ça concernait en partie Voyager. Merci encore à Christophe, coucou Christophe, de m'avoir offert ce beau cadeau. Et j'ai vu que était annoncé donc immédiatement un nouveau bouquin qui allait sortir à la rentrée et qui était donc sur Discovery. Je l'ai précommandé. Et je vous avoue que j'avais un petit peu oublié que je l'avais précommandé et je l'ai reçu là. Et par contre j'ai mis le temps à découvrir ce qu'il y a dedans parce que je ne connais pas tout sur Discovery, contrairement à d'autres séries et films de Star Trek où j'ai épluché quantité de bouquins et vu quantité de bonus dans des DVD. Et là donc ça concerne Discovery, la saison 1, et ça concerne tous les vaisseaux qu'on voit dans la série, que ce soit de Starfleet ou des Klingons, et c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc c'est un bouquin que vous trouverez par contre uniquement en anglais a priori. Il est proposé à 30 $, donc c'est pas spécialement donné, mais sincèrement c'est un beau bouquin. Que vous dire de plus sur en tout cas la couverture, bah, vous voyez c'est comme d'habitude, comme pour les précédents, avec des petits trucs comme ça et une couverture en dur de l'autre côté, et puis bah, sinon donc ça explique en quoi le design de Star Trek Discovery a été fructueux en belles idées, voilà, avec de merveilleux vaisseaux. Franchement je les trouve magnifiques, même s'il y a quelques petits problèmes par rapport aux autres séries, mais bon, il y a le Shenzhou qui est magnifique. Le Discovery au départ c'était pas la joie, surtout les premières images qui étaient passées sur le net pour un teaser qui franchement donnait l'impression de voir un fan film, et encore c'est méchant pour les fan films, il y a des gens qui font ça de manière amateur, qui se débrouillent bien mieux que ce qu'on a vu dans le teaser, mais le Discovery finalement est magnifique aussi, un peu trop gros, mais voilà. Le seul gros problème pour moi c'est les vaisseaux Klingons, mais on en reparlera de ces vaisseaux Klingons et du style des Klingons. Et puis ça se termine quand même sur un gros cliffhanger. Si vous n'avez pas vu la première saison, je vous recommande de la voir. On en est déjà à 2 saisons, la 3e arrive bientôt. Je pense que je vous en parlerai un petit peu. Voilà, mais donc ça vient de sortir, c'est sorti là en septembre 2019. On va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Alors déjà le papier il est superbe, franchement c'est toujours d'aussi beaux bouquins, et il y a énormément de choses à lire là-dedans. Alors je vous avoue que j'ai tenté de lire la totalité du bouquin, c'est compliqué dans le sens où il y a énormément d'informations et j'ai pas pu tout lire. J'ai lu le début, mais je pense qu'on va pouvoir s'en sortir quand même. Donc déjà, effectivement, il commence par le design, l'histoire du design du Discovery. Et on parle essentiellement de John Eaves dans ce livre. Il n'est pas le seul à avoir travaillé sur le design des vaisseaux de la série Star Trek Discovery, mais c'est lui qui est essentiellement cité. Rappelons en plus que, mine de rien, pour une fois, ceux qui ont travaillé sur la série s'y connaissaient un minimum en Star Trek, et surtout sur le travail qui avait déjà été fait sur les Star Trek précédents, que ce soit les films ou les séries. Donc aucun problème pour faire des références à Enterprise, aucun problème pour faire des références au film de J.J. Abrams, aucun problème pour faire référence à quantité de choses. Donc ça c'est cool, et justement là il est clairement dit que l'USS Discovery prenait ses sources dans un design qui avait été fait pour un film
de 1970 qui n'a jamais vu le jour, des années 70 pardon, qui n'a jamais vu le jour et qui était donc designé par Ralph McQuarrie, qui est donc le dessinateur, l'illustrateur bien connu sur des choses au hasard comme Star Wars, mais également Galactica. Et il se trouve qu'il avait fait un vaisseau avec un secondary hull extrêmement triangulaire, qui était en fait beaucoup plus proche d'un vaisseau Klingon que d'un vaisseau de Starfleet. Et finalement, le design non seulement n'a pas été retenu, mais surtout, le film n'a jamais été fait. Et à la place, ils ont refait un Enterprise, j'allais dire classique ou presque. Ça a donné le refit du film de 79. Mais l'idée est restée. Et d'ailleurs, dans la série Discovery, apparemment, il y avait l'idée de transformer, entre guillemets, le vaisseau Discovery, de le camoufler en fait en vaisseau Klingon pour passer les frontières Klingon en pleine guerre, et donc ressembler à un vaisseau D7, le D7 des Klingons, ce qui aurait été intelligent, puisqu'en fait il suffisait d'enlever les sous-coupes ici, de garder le dôme ici, là, au milieu. On avait déjà le long cou, on avait la forme d'un D7, alors pourquoi pas. Alors l'idée a fait son chemin, ça a finalement fait en sorte que le design du Discovery ressemble à cela, mais finalement c'est pas ce qui s'est passé dans la série, mais c'était intéressant. Et on voit que le Discovery est passé par tout un tas de phases, tout un tas de recherches, et il est évident qu'il y avait beaucoup de travail qui avait été fait dessus pour le vaisseau héros de la série, hein, mine de rien. Donc la soucoupe, est-ce que c'était une soucoupe pleine? Ils voulaient que l'anneau soit différent. Après, ils ont fait en sorte que ça tourne. Il y avait le dôme au milieu, donc cette forme assez particulière qu'ils ont quand même fini par garder. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il parle des influences diverses. Donc Secret Mission, c'est ce que je vous disais pour l'infiltration en territoire Klingon, mais il y a aussi donc l'influence d'un avion américain dont je vous ai parlé, je vais vous mettre le lien ici, qui est la Valkyrie. Voilà, l'avion, la Valkyrie existe. Ils en ont pas fait beaucoup, je crois qu'il y en a peut-être eu 2, mais le fait est que donc la Valkyrie a eu une influence certaine sur le Discovery. Donc on a des croquis, on a des éléments en 3D, et tout ça est super parce qu'en plus, même si c'est pas le rendu final, ça donne énormément d'idées. Et c'est assez sympa. D'ailleurs, j'ai appris que John Eaves, j'adore ses dessins en noir et blanc et tout, et il se trouve qu'en fait il y a un truc qu'il peut pas faire, c'est le design des éléments en couleur, parce qu'en fait il ne voit pas les couleurs, il voit en noir et blanc. Donc ça je savais pas, et ça explique mine de rien beaucoup de choses. Donc pour les moteurs, pour la forme du vaisseau, vous voyez, il y a plein de choses. Et tout ça n'est pas perdu de toute façon au final, absolument pas perdu, puisque c'est dit dans le reste du bouquin, pour ce que j'en ai lu, à part pour les vaisseaux différents qui sont les vaisseaux vulcains et bien évidemment les vaisseaux Klingons. Le fait est que ce qui n'a pas été utilisé ici sera éventuellement utilisé pour le reste de la flotte de Starfleet. Voilà. Et donc il y avait donc ces éléments, ces espèces de bandes là qui vont s'ajouter à l'Aztec paneling habituel maintenant sur les vaisseaux de Star Trek dont je vous parle souvent. Et donc il était question de faire des traits comme ça changeait un petit peu. Et il y a plein d'études, et là c'est super. Voilà, c'est la première fois que je vois ça dans un bouquin sur Star Trek. L'Aztec paneling exact qui a été donc fait pour le vaisseau, et qu'on peut éventuellement reprendre du coup pour soi, entre guillemets. Voilà. Donc beaucoup d'informations sur le développement du design et du vaisseau Discovery, pour obtenir donc le résultat final que l'on a vu dans les 2 premières saisons. Ensuite, il y a un autre vaisseau qui apparaît quand même au tout début de la série, bien avant qu'on ne découvre le Discovery. Il s'agit de l'USS Shenzhou.
Et ce design est juste magnifique, beaucoup trop moderne, beaucoup trop même futuriste j'allais dire, mais il est superbe. Avec en plus donc le nom du vaisseau et son numéro d'enregistrement là qui est sur le côté, non pas devant. Je trouve qu'il est à la fois très Starfleet et très original. Et je trouve absolument superbe. Et donc il est passé par tout un tas de phases. Là par exemple il est beaucoup trop proche de l'Enterprise. Ici un petit peu plus le Reliant. Il y avait une idée apparemment de développer un vaisseau façon Reliant. Mais finalement ils sont allés ailleurs, notamment pour les moteurs. Et la principale différence c'est que la passerelle de commandement n'est pas au-dessus, mais en dessous du vaisseau. Et ça c'est juste génial, parce qu'il n'y a strictement rien qui oblige à ce que ce soit au-dessus dans l'espace. Après tout, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Et ça lui donne un aspect assez particulier. Là, par exemple, ça reprenait très clairement une partie du design du l'USS Franklin qu'on voit dans le 13e film de Star Trek. Donc là, je trouve l'arrière un petit peu trop... je vais pas dire travaillé, mais il y a trop de choses. C'est vraiment donc plutôt cette partie-là que je préfère du vaisseau. C'est un vaisseau absolument superbe. Voilà. Et là encore, tout ce qui n'a pas été utilisé sur le Shenzhou, qui s'inspire librement du Reliant de Star Trek 2, tout ce travail, toutes ces recherches vont être clairement utilisées sur le reste des vaisseaux. Là c'est clairement dit. L'USS Kerala, qui va faire partie des vaisseaux qu'on voit, il y en a beaucoup qu'on va voir lors de la première bataille entre la Fédération et les Klingons. Et ben c'est tout simplement en fait un des premiers designs suggérés, pensés pour le Shenzhou. Avec exactement les mêmes dessins. Là ici, ça c'est peut-être l'un des rares défauts de ce livre. Ça reprend donc des dessins qu'on a déjà vus dans des pages précédentes. Mais donc en fait, vous voyez que donc rien n'est perdu. Et quelque part, en fait, ce design est logique, puisque de toute façon, ça emprunte justement au design des précédents vaisseaux. Ça fait partie de la même flotte. Alors là, il y a l'USS Europa. Et c'est un vaisseau qui pour le coup est un peu plus carré et qui est un peu plus étrange pour moi, puisqu'en fait depuis les films de J.J. Abrams, visiblement les vaisseaux de Starfleet avec 3-4 nacelles warp, ça les gêne pas, bon pourquoi pas, mais ça leur donne un look assez particulier. Et là je peux pas dire que j'aime bien, parce que les nacelles sont trop carrées, beaucoup trop carrées. Mais on va avoir beaucoup de vaisseaux qui ont plusieurs moteurs warp. Le design est beau quand même, hein, mais encore une fois beaucoup trop futuriste. L'USS Eager est également un vaisseau qui fait justement très futuriste, plus proche de l'époque de Picard avec l'Enterprise E, mais qui est très beau. Très beau, et qui pourrait ressembler d'ailleurs à un vaisseau qu'on voit dans Next Generation, un des premiers vaisseaux commandés par le Captain Picard. Le Stargazer, qui a exactement le même genre de, comment dirais-je, de placement de nacelle, sauf que là du coup c'est dans une version un petit peu plus, encore une fois, moderne et futuriste. Voilà, moi je le trouve absolument superbe. En fait, on dirait un mélange du Shenzhou, du Stargazer, et il fait vraiment très Starfleet, tout en étant très carré. C'est assez amusant. L'USS Clark, alors là, on dirait presque une demi-soucoupe, j'allais dire presque une pantoufle avec deux moteurs. Mais c'est pas parce que le design est simple que il faut le rejeter. Voilà, on a bien vu qu'avec le Shenzhou par exemple à un moment c'était un petit peu trop compliqué sur l'arrière, mais pourquoi pas, il s'approche là par exemple. Là j'adore cette partie là, ça fait justement très TOS,
très série originale de Star Trek. Donc là, par exemple, moi je m'y retrouve totalement. Plutôt que là, on dirait des surligneurs, des feutres, qui ont été utilisés d'ailleurs pour le design de certains vaisseaux faits à la va-vite dans Next Generation. L'USS Edison, alors là par contre, avec les moteurs carrément sur la soucoupe ou sous la soucoupe, je vais pas dire que ça ressemble plus à rien, mais c'est un peu moins inspiré, je trouve. Et puis l'idée que la soucoupe soit carrément à l'arrière, comme pouvait être un vaisseau qui apparaît apparemment dans Deep Space Nine à un moment. Donc le second Uriel et les moteurs vers l'avant et la soucoupe vers l'arrière. Du coup, on n'a pas l'impression qu'il avance. Le Shran, qui d'ailleurs, je crois, apparaît dans le deuxième court-métrage Star Trek qui vient de sortir là sur qui précède en fait la 3e saison de Star Trek Discovery. C'est sorti sur CBS et on y voit l'origine des Tribbles. Et il me semble que c'est ce vaisseau-là qu'on voit dans cet épisode-là. Et Shran, si je ne me trompe pas, là aussi, c'est le nom. Les aliens à peau bleue que l'on voit dans Enterprise avec des antennes, qui sont les Andoriens. Voilà. Et il me semble que Shran est donc justement ce représentant de cette race qui va devenir ami avec le Captain Archer, mine de rien, et qui sera entre autres l'un des instigateurs, des fondateurs de la Fédération. Et donc là on voit aussi que, mine de rien, le vaisseau est passé de pas mal d'étapes, quoi. Ici, là, un peu plus classique, et puis paf, carrément les moteurs très carrés sur la soucoupe. Et c'est certainement l'un de ceux que j'aime le moins. Mais bon, encore une fois, pourquoi pas. Le Tplana-Ath. Alors, a priori, ça serait issu du nom du philosophe vulcain qui a été déjà le nom du premier vaisseau qui atterrit sur Terre et qui fait donc le premier contact avec les humains au XXIe siècle. Ensuite, beaucoup de choses autour des petits vaisseaux qui s'appellent les worker bees, donc des abeilles travailleuses, voilà, qu'on voyait déjà beaucoup dans le premier film de Star Trek et qui va être utilisé régulièrement. Le festoon, je ne sais absolument pas d'où il sort. Je sais pas ce que c'est. Je me rappelle absolument pas l'avoir vu dans Discovery, mais bon, s'ils en parlent, c'est que ça doit y être. Les vaisseaux vulcains, donc là c'est un petit vaisseau. Moi je trouve que là encore, ils sont allés trop loin dans le délire autour des vaisseaux non humains. Et les vaisseaux vulcains, je veux bien comprendre qu'ils aient des siècles d'avance sur les humains, mais là du coup ils ont des siècles d'avance sur leur propre civilisation qu'on voit dans les précédentes séries. Pour moi, c'est moyen. Ensuite, pour moi, le gros défaut de la série, c'est les Klingons et les vaisseaux Klingons. Ça ressemble absolument plus à rien de ce qu'on a déjà vu des Klingons. C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Une bonne chose parce que, mine de rien, les Klingons ont évolué entre la série et le film. Enfin, ça me semblait logique. On passe pas du petit écran au grand écran en gardant une tête maquillée avec du cirage à chaussures. Mais voilà, ils sont allés trop loin dans le délire, encore une fois. Les personnages ressemblent plus à rien, les costumes ressemblent plus à rien, et les références auxquelles on peut s'accrocher pour se dire c'est des Klingons, on ne les a pas. Et c'est dommage, c'est dommage. Ils auraient pu faire ça, entre guillemets, moins délire. Et ça aurait été autre chose que Star Trek, ça passait. Parce que le design est très recherché, le design est superbe. Ils ont cherché des formes qui changeaient un petit peu. Pourquoi pas? Là, par exemple, le vaisseau sarcophage, c'est plus organique en fait
que technique, quoi. Et qu'ils en fassent une race mystique. En tout cas, les Klingons qu'on voit au début qui veulent déclarer une guerre sainte à ces étrangers qui viennent les voir en clamant qu'ils viennent en paix et que ça les dérange, pourquoi pas, mais trop mystique, trop proche d'une architecture de cathédrale. C'était très clairement voulu, mais pour moi ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas du tout. Et là les designs par exemple ne me parlent absolument pas, mais alors pas du tout. C'est voilà, encore une fois, ça serait une autre série, ça passerait. Ça serait complètement nouveau, ça serait pas du Star Trek, pourquoi pas. Mais là, non, non, non. Alors là, pareil, Cliff Ship, d'où il sort, à quoi ça correspond, je n'en ai plus aucun souvenir. Pourtant, j'ai vu les 2 saisons de Star Trek Discovery, j'ai même revu plusieurs fois la première saison. Je vois pas d'où ça sort. Donc à mon avis, les images qu'on voit là correspondent à des choses qu'on ne voit pas dans la série, ou carrément qu'on voit peu, qu'on ne fait que deviner. Il faudrait que je relise plus attentivement cette partie-là pour savoir d'où ça sort. Mais ils en font des pages et des pages, donc ça doit être important. Les Klingon Raiders, donc c'est les vaisseaux un petit peu plus petits si vous voulez. Là aussi on sait pas trop ce que c'est, des crustacés, des machins. Les vaisseaux qui apparaissent donc autour du vaisseau sarcophage. On aurait pu s'attendre à ce qui ressemble à quelque chose, mais non, ils sont aussi délirants que le vaisseau sarcophage, qui est pourtant un vaisseau très ancien apparemment. Celui-là ressemble plus ou moins à ce qu'on pourrait attendre d'un vaisseau Klingon, mais limite du futur. Mais voilà. Pour moi, c'est le seul gros défaut de Star Trek Discovery, c'est les Klingons. Mais les gens qui s'en foutent, ça passe comme une lettre à la poste. Le Bird of Prey, pareil. Sachant qu'au départ, en plus, c'était un vaisseau romulien et pas un vaisseau Klingon. Enfin bon. L'ISS Caron, bah alors là, par contre, ça me parle, puisqu'en fait, c'est un vaisseau énorme, avec carrément une espèce d'étoile naine comme source d'énergie au milieu. Et en fait, c'est ni plus ni moins que le palais impérial de l'impératrice de l'Empire Terran, donc l'Empire terrien, dans un monde parallèle, un monde miroir. Les terriens sont des salopards qui ont conquis l'univers. Voilà. Alors au départ, effectivement, si ça devait ressembler à ça, c'était pas terrible. Je suis bien content qu'ils aient changé. Au final, ça fait une grosse bestiole prête à avaler des mondes entiers. Et enfin, on termine sur l'Enterprise, où il fallait réinventer le design classique de l'Enterprise du temps du Captain Pike. Et ça, c'est pas évident. Donc il fallait retravailler le design de Matt Jeffries et faire en sorte qu'on s'y retrouve justement là pour une fois. Mais du coup, le vaisseau est quand même vachement différent. Et il y a pas mal de choses qui changent, la forme du coup, la forme des moteurs, même la soucoupe ici, en fait on a des éléments qui se rapprochent de l'Excelsior, ici, là. Ça c'est l'Excelsior. Et il raconte donc visiblement par toutes les phases par lesquelles ils sont passés. Moi ce que je retiens, c'est que là, par contre, pour moi, hein, dès le début, dans Discovery, ils auraient dû faire ça. Ils auraient dû faire ça parce que ce soit le design du vaisseau ou l'intérieur du vaisseau et tout ce qu'on voit dans les décors, c'est juste magnifique et c'est vraiment hybride, c'est vraiment... Donc ça c'est la première image qu'on voit à la fin de la première saison. Et là c'est vraiment à la fois un hommage vibrant à ce qui a été fait dans les années 60 et ça fait un lien, ça dresse des ponts littéralement entre les films de J.J. Abrams, tout ce qui a été fait dans Next Generation, dans Deep Space Nine, etc. Et ils ne pouvaient pas de toute façon reprendre exactement le design de l'Enterprise des années 60.
et j'espère qu'ils retomberont sur leurs pattes pour expliquer pourquoi il y a de telles différences ou non. On s'en fiche, c'est beau. Il y a énormément de détails qui reprennent effectivement la période Pike avec l'arrière des moteurs ici. Là, par exemple, cette partie-là aussi du moteur est très différent et rappelle plutôt le NX01, mais là c'est vraiment en rapport avec le design original. Et ça, c'est des petites touches qui me parlent. Voilà, et sinon, donc, les bouquins qui étaient sortis plus tôt, je me suis trompé en fait, hein, le dernier que je vous ai présenté, c'est sur les films 11, 12 et 13, hein, donc avec la Kelvin Timeline, et sinon, les deux précédents, il y avait un petit peu de tout, et c'est cela. Donc voilà, je ne sais sincèrement pas ce qui nous attend pour les prochains bouquins de Designing Starships Star Trek chez Eagle Moss. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Star Trek Discovery, ça vaut le coup. Quoi que je pense des Klingons et de leur design, ça vaut le coup. L'histoire vaut le coup, puisque de toute façon, dans Star Trek, on ne s'arrête pas, j'allais dire, à l'image ou aux résultats des effets spéciaux. Ce qui importe, c'est les personnages, ce qui importe, c'est leur interaction, ce qui importe, c'est surtout l'histoire qui est racontée, et l'histoire de Discovery est passionnante, elle est captivante, et je vous recommande fortement ces deux premières saisons. La troisième saison va pas tarder à arriver, et juste une petite réflexion comme ça, après avoir vu enfin le teaser, la bande-annonce qui est sortie au Comic-Con il y a quelques jours, là, juste histoire de sortir ma science, juste vous dire que en fait cette troisième saison me semble tout simplement inspirée d'une série qui avait été signée par Gene Roddenberry il y a très longtemps, et en 2000 était sortie cette série que peu connaissent, qui s'appelle Andromeda, avec Kevin Sorbo, que tout le monde connaît pour la série Hercule. Et en fait, pour moi, la saison 3 de Discovery, c'est ça. C'est-à-dire que la Fédération n'existe plus, ce n'est plus qu'un idéal, ce n'est plus qu'une vieille histoire. Star Trek Discovery se passerait en fait loin dans le futur, mais genre très très loin, 800, 1000 ans, je sais plus, mais voilà, alors que dans Andromeda, c'est quelques centaines d'années qui se passent. Il fait partie en fait du Commonwealth, qui est l'équivalent de la Fédération. Il est coincé près d'un trou noir, et pour lui le temps va passer très lentement, et les choses vont se précipiter autour de lui. Quand il arrive enfin à sortir de l'orbite du trou noir, on va dire, et ben lui et son vaisseau sont des reliques du passé. Et je pense qu'en fait, pour Burnham, ça va être exactement la même chose. Et donc la série va certainement s'orienter vers la possibilité d'utiliser le Discovery effectivement aussi envoyé dans le futur, utilisé pour raviver finalement ce qui reste de la Fédération, et peut-être faire en sorte de réunir tout le monde enfin de nouveau sous la bannière de Starfleet et de la Fédération. Et pour moi, ça me fait penser à cette série. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé. N'oubliez pas que, donc, si vous deviez hésiter encore, je vous recommande chaudement la série Star Trek Discovery. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. N'hésitez pas à faire partie de ces contributeurs, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.